Please be seated. Before we continue, Le juge aurait, avant de continuer, Monsieur McCluskey, je voudrais vous demander de vous concentrer au maximum, étant donné que vous n'avez pas de texte préparé, vous avez tendance à digresser et cela prolonge quelque peu les débats. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous avons perdu 15 minutes ce matin. Nous allons essayer de prolonger l'audience un petit peu plus tard, peut-être de 10 minutes pour compenser cela. Et Monsieur Mladic, nous avons également eu une pause plus longue pour vous. J'aimerais donc vous demander, Monsieur McCluskey, si vous pensez que vous pourrez tout boucler d'ici à 14h25, si nous prenons une pause de 15 minutes entre les deux, Monsieur McCluskey. Je ne sais pas combien de temps cela veut dire. Le juge jury, vous perdrez 5 minutes environ sur le tout. Monsieur McCluskey, je vais essayer. Le juge jury, je regarde également Madame Bibles, qui était censée prendre la parole. Monsieur Groom, vous vous levez. C'est vous le chef d'équipe. Monsieur Groom. Nous avions prévu environ 3 heures, 3h30. Nous sommes dans les temps. Nous essayons de réduire nos arguments au fur et à mesure, mais je ne peux pas vous assurer à 100% que cela sera le cas, le juge jury. Voilà pourquoi ce que je vous propose est la chose suivante. La défense, si nous vous accordons 15 minutes, perdrait ces 15 minutes. Bon, continuons et nous verrons en temps voulu. Monsieur McCluskey, merci, Monsieur le Président. Nous sommes toujours en train d'aborder les contestations concernant la crédibilité du témoin RM 314. Dans ses déclarations et dans sa déposition, il a déclaré avoir été à l'infirmerie au mois de juillet, aux alentours du 27. Il nous dit qu'un homme inconnu est venu le voir et lui dit qu'il y a des journalistes qui étaient présents, ou quelque chose du genre, et qu'il devrait leur raconter qu'on lui avait tiré dessus à Caracaille. Et le témoin a déclaré au juge de la chambre qu'il avait répondu à cette personne qu'il ne voulait pas le faire. Et ensuite, il a parlé à un journaliste, il a fait une déclaration orale au journaliste, et puis il a produit une déclaration écrite faisant rapport de ce contact avec cet inconnu à l'hôpital. Cette déclaration écrite a été envoyée aux autorités sanitaires et puis au service de sécurité de Bosnie-Herzégovine parce que le service de sécurité s'inquiétait du fait que des inconnus parlaient aux patients. Alors, Maître Ivetic, je pense, a un petit peu confondu les choses sur ce sujet-là. Il a dit que à la page 10880 jusqu'à la page 10882 du compte-rendu, après une question du juge Flügge, que la déclaration écrite donnée aux journalistes, signée, était un faux témoignage, tel que concédé par le témoin RM 314. La déclaration écrite n'a pas été donnée à un journaliste et rien dans cette déclaration ne montre qu'il s'agissait d'un faux témoignage. Mais pendant le procès, vous vous souvenez peut-être que à ce sujet, le juge Flügge a pris la parole, a posé une question au témoin à cet égard, et le témoin a répondu qu'il avait déclaré à cet inconnu qu'il avait été blessé par balle à Caracaille, et puis qu'il s'est un petit peu perdu dans les événements, et a dit « je suis perdu » et sa déposition s'est arrêtée. Donc pour bien comprendre la situation, il faut se pencher sur la pièce à laquelle a fait référence Maître Ivetic, la pièce D281, c'est-à-dire la déclaration écrite, mais aussi sur la pièce 1441, qui est la première page
qui montre que le personnel de l'hôpital envoie la déclaration au service de sécurité. Et regardez bien entendu la retranscription. Ce témoin a été traumatisé, mais ces déclarations sont corroborées par tous les éléments de preuve que je viens d'aborder. Et Maître Ivetic a brièvement fait allusion au fait que le général Mladic était à Belgrade le 14 jusqu'au 16 et a suggéré qu'il n'avait pas participé au commandement des opérations. Je ne vais pas m'appesantir sur les détails, étant donné, en outre, les délais impartis que vous venez de nous donner. Mais vous vous souvenez que M. Butler en a parlé et qu'il a évoqué les carnets de Mladic, où le général Mladic lui-même décrit les activités qu'il mène pour la VRS le 14 et le 15. Monsieur Butler parle également des ordres que Mladic a délivrés ces jours-là, et il s'agit des pages du compte-rendu 16328 à 16331, 16339 à 16340, et la pièce 00363, page 2 à 6. C'est le carnet. Butler parle également des ordres que Mladic a donnés. Dans les pièces P 2123, P 2124, P 2125. Le juge Jory, M. McCluskey, est-ce que vous avez dit page 226 ou 2A6? M. McCluskey. Page 2A6. Le juge Jory, très bien. Nous avons consigné cela. Veuillez continuer. Monsieur McCluskey. Monsieur Butler parle également de la retranscription de la séquence vidéo, la pièce P1147, page du compte-rendu 94 à 95, où l'on voit Mladic prendre la parole et expliquer ce qu'il se passe dans la région. Il parle de Vinko. Il parle de plusieurs choses. Mais d'après M. Butler, le bombardement auquel il fait référence est celui de Jepa. Vous voyez un rapport qui porte sur ce bombardement dans la pièce P2128. Et la conclusion générale de M. Butler est de dire que le général Mladic est en uniforme, qu'il parle des opérations et des activités qui ont lieu dans son unité au moment où il est à Belgrade. Le juge Jory, M. McCluskey, vous avez fait référence à la pièce P1147, c'est bien cela, M. McCluskey? Oui. Le juge Jory, c'est clair, veuillez continuer. Monsieur McCluskey, Maître Ivetic a également mentionné le fait qu'il n'y a pas eu de génocide à Srebrenica et il a affirmé que le principal témoin à cet effet était le témoin Kingori. En fait, son témoignage s'est effondré. Je ne sais pas pourquoi. Maître Ivetic a estimé que c'était notre principal témoin s'agissant du génocide. Ceci n'est pas exact. Monsieur Kingori est un excellent témoin. Comme vous le savez, c'était un observateur des Nations Unies. Il a noté les différents bombardements qui ont eu lieu autour et dans la ville de Srebrenica. Il était à Potocari et a parlé de la situation épouvantable qui prévalait pour la population et les musulmans. Vous vous souviendrez que dans la vidéo, c'est la seule personne qui se lève et qui s'oppose à Mladic et indique qu'il y avait des hommes entassés dans la Maison Blanche. Et on voit qu'il dit cela à un officier du MOUP. Et on voit ça sur les images. Donc il est très important que nous comprenions la misère et la souffrance et le désastre humanitaire créé par les Serbes de Bosnie dans cette situation. Dans la mesure où ceci cadre avec le génocide, oui, c'est le cas, mais en tant que témoin essentiel pour démontrer le génocide, non. Il cite également le 14 juillet, une mention dans le carnet de Mladic, où Mladic dit qu'il permet au CICR d'accéder à Srebrenica.
et les hommes de Srebrenica, ce qui montre qu'il Mladic a un plan très important qui vise à échanger les hommes et les personnes de Srebrenica. Eh bien, vous vous souviendrez qu'à la date du 14 juillet, quelques 800 ou 1000 hommes avaient été exécutés de façon sommaire à l'entrepôt de Kravica. La veille et les exécutions de Orahovac sont quasiment terminées à minuit à la date du 14 juillet. Encore 800 à 1000 personnes. Les exécutions à Petkovci, à ce barrage qui ont commencé dans la nuit du 15, encore 800 personnes qui ont été exécutées de façon sommaire. Et ensuite, à la date du 16, encore 800 à 1000 personnes exécutées sommairement au site d'exécution de Kozluk. Et ensuite, à la date du 16 juillet, quelques 1000 à 1500 personnes exécutées sommairement à la ferme militaire de Branievo. Et rien ne laisse indiquer en l'espèce que le général Mladic souhaitait échanger qui que ce soit, et son intention était de tuer, comme il l'a fait effectivement, ainsi que ses troupes. Il a également noté que Mladic, dans la prairie de Sandici, alors je vais maintenant afficher, Madame Stewart peut l'afficher, il s'agit du P 0187, page 10 du prétoire électronique. Vous avez dit P0187, pas 1087, dit Monsieur le juge Moloto. Monsieur McCloskey, oui, pile 1087. Et Monsieur Ivetic note qu'un témoin se trouvant dans la prairie de Sandici nous parle de Mladic et il nous dit qu'il dit à ses prisonniers qu'ils vont être échangés. En réalité, RM 256 et Maître Ivetic s'est trompé lorsqu'il a dit que RM 53 était à Nova Kasava. RM 253. Et ceci nous parlait de nous rappeler à quel endroit se trouve la prairie de Sandici. Le général Mladic y était dans l'après-midi du 13, comme vous en souviendrez. Et après son départ, et lorsqu'il s'est dirigé vers Konjevic-Polier, le président, s'il vous plaît, veuillez dire à votre client de ne pas parler à voix haute. Maître Ivetic, on me dit qu'il n'y a pas de traduction vers le BCS. Le président, pas de traduction vers le BCS. Bien, est-ce que nous pouvons vérifier qu'il n'y a toujours pas d'interprétation vers le BCS? Monsieur Mladic, est-ce que le problème a été résolu maintenant ou non? Ou est-ce qu'il s'agit simplement de choisir le bon canal? Est-ce la cause du problème? Le président, voyons s'il y a maintenant une interprétation vers le BCS. Sur le canal 6, j'entends que c'est effectivement le cas. I'm told now that we have the translation. Ivetic, on me dit que nous recevons l'interprétation maintenant. Le président, oui, moi j'ai pu l'entendre sur le canal numéro 6. Poursuivant. Monsieur McCloskey, messieurs les juges, après le départ de Mladic, lorsqu'il quitte les prisonniers qui sont dans la prairie de Sandici et qu'il va à la rencontre des prisonniers qui se trouvent à Konjevic-Polier vers 17h, d'après les éléments de preuve, nous savons que plusieurs centaines de prisonniers de Sandici, des personnes auxquelles il venait de parler, ont été emmenés à l'entrepôt de Kravica, où ils ont été exécutés sommairement en deux vagues, une fois du côté de l'entrepôt, une fois de l'autre côté. Je n'ai pas le temps d'aborder cet événement-là et cela ne convient pas dans le cadre de notre audience d'aujourd'hui. Mais le meurtre faisait partie des exécutions en masse qui ont été commises dans ce cas, et même si nous estimons
même si un musulman est sorti et s'est emparé d'un fusil et a tué un Serbe et que le Serbe s'est emparé du fusil et lui a brûlé la main, il n'est pas raisonnable de penser que ceci s'est passé avant les exécutions compte tenu des témoignages de témoins de ceux qui se trouvaient le long de la route et que nous allons aborder en temps utile. Et Mladic se rend donc à Konjević-Polje. Vous vous souviendrez de la déposition de Momir Nikolić au moment où il dit que Mladic indique ce qui va advenir des prisonniers à Konjević-Polje. Il fait un signe de la main sur sa poitrine et ensuite il se dirige vers le stade de football de Nova Kasaba. Vous vous souviendrez qu'il y a un survivant qui en est ressorti. Il y a un millier de personnes qui se trouvent là. Un homme qui a été tué devant Mladic. Vous vous souviendrez de la déposition du colonel Koserovic, où l'officier de la sécurité chargé de la police militaire de l'état-major a dit que lorsqu'il était dans le secteur le 17, le général Molinic, le commandant la 64e régiment de protection de la police militaire, lui a dit qu'il établissait la liste de prisonniers. Et ensuite, Mladic est venu le 13 et lui a dit d'arrêter d'établir ces listes. Vous avez également entendu dire par Molinic, qui a été confronté à cette situation, il a dit qu'il ne se souvenait pas très bien. Cela remontait un certain nombre d'années, mais il n'a pas nié quel était en l'état les souvenirs par rapport à cet événement. Et Keserovic a été pris de côté. On a dit que ces hommes devaient être tués et ces hommes ont fait partie de ce groupe de personnes qui ont été assassinées. Il s'agit des hommes dont je viens de parler au niveau des exécutions. Je souhaite... alors, j'en ai quasiment... Maître Ivetic, j'ai quasiment terminé. Maître Ivetic a également parlé du fait que le général Mladic a parlé à la foule, à Potocari. Il a dit que les femmes, les enfants, les hommes âgés seraient autorisés à partir. Je souhaite que nous regardions une séquence vidéo qui est très importante ici. Vous vous souviendrez peut-être l'image où on voit des hommes en fait d'un côté de l'autocar. Ils marchent en rang avec leurs effets personnels. Ils portent un béret. Il s'agit d'hommes. Bien. Est-ce que nous pouvons visionner cela, s'il vous plaît? Il s'agit des hommes dont je parle. Regardez-les bien. C'est le P1518. Vous pouvez arrêter ces images. Un certain nombre de ces hommes ont été identifiés dans notre recueil d'identité des victimes qui ont été tuées lors d'exécutions en masse. Ces hommes ont été séparés. Nous ne savons pas combien ont été séparés. Parmi ces personnes séparées, combien ont survécu? Le président, vous ne devez pas parler à voix haute. Vous ne pouvez pas interrompre l'accusation au moment où elle présente ses arguments. Le 12 juillet, le général Mladic a dit qu'il allait filtrer les hommes entre l'âge de 16 et 60 ans pour déterminer qui étaient les criminels de guerre. Des éléments de preuve très importants. En l'espèce, il n'y a pas eu de filtrage. Les hommes amenés entre l'âge de 16 et 60 ans ont été emmenés, voire même des enfants plus jeunes, âgés de 8 ans. Il n'y a pas eu de liste. Le président. Alors, je vais vérifier pour voir s'il y a une interprétation vers le BCS. Maître Ivetic, je dispose j'entends une interprétation sur le canal numéro 6. Donc, je souhaite que quelqu'un comprenne ce qui se passe, car sinon, Monsieur Mladic devra simplement mettre ses écouteurs, comme nous le faisons tous.
Mr. Mladic, you will be provided. Monsieur Mladic, on va vous remettre des écouteurs. Si vous souhaitez utiliser vos propres écouteurs, soit. Mais avant de vous plaindre du fait qu'il n'y a pas d'interprétation, vous devriez tout d'abord utiliser vos propres écouteurs. Et on m'a indiqué qu'il n'y a pas eu d'interruption au niveau de l'interprétation en BCS. Donc, je vais vous demander d'utiliser les autres écouteurs si vous le souhaitez, si vous avez du mal à entendre l'interprétation en BCS. Je n'accepterai pas d'autres interruptions. Le président, Monsieur McCloskey, c'est à vous, vous pouvez continuer. Donc, le général Mladic, à l'hôtel Fontana, lors de cette réunion qui s'est déroulée le 12 juillet, a dit qu'il y aurait un filtrage des hommes âgés entre l'âge de 16 et 60 ans. Vous vous souviendrez du fait que ceci ne se trouvait pas sur la bande, mais que le commandant Böhring en a parlé dans sa déposition. Ce qui est encore plus important, c'est lorsque cette séparation a commencé cet après-midi-là, il n'y a pas eu de filtrage, il n'y a pas eu de liste d'établis. Les biens ont été emmenés, les cartes d'identité ont été détruites, comme nous avons pu le voir sur les images du 14 juillet. On ne leur donnait aucun médicament, aucune nourriture, simplement un petit peu d'eau pour leur permettre de survivre. Ils vivaient comme cela dans les écoles à Bratunats, certains d'entre eux pendant 2 nuits, et manifestement dans l'après-midi du 12 juillet, l'opération de meurtre menée par Mladic et commandé par Mladic, suivait son cours. Et je souhaite en terminer avec l'extrait d'une déposition. Je souhaite conclure en évoquant l'extrait d'une déposition. Je souhaite... Alors, la dernière déposition, je crois que je souhaite passer à huis clos partiel pour cela, car il s'agit d'un témoin protégé. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Messieurs les juges, le président, je vous remercie. La page du compte-rendu d'audience parle d'opération. Je crois qu'il faut parler de secteur. C'est la deuxième fois que le terme d'opération est utilisé dans le secteur de Tcherska. Monsieur McCloskey, messieurs les juges, je vous demande de bien vouloir vous pencher attentivement sur les éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui. Et je pense que nous releverons la charge de la preuve dans le cadre de l'article 98 bis. Merci beaucoup. Le président, je vous remercie beaucoup, monsieur McCloskey. Madame Bible, c'est à vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, du temps dont vous avez besoin environ? Et monsieur Groom également, veuillez nous dire si oui ou non, c'est vous qui allez conclure les présentations d'aujourd'hui ou si ce sera Madame Bibles. Monsieur Groom, c'est moi qui vais conclure les présentations d'aujourd'hui et à ce stade, je pense que nous aurons besoin d'1 heure et de 15 minutes. Le président, 1 heure et 15 minutes. Dans ce cas, nous n'allons sans doute pas pouvoir terminer aujourd'hui, mais nous allons voir comment cela va se dérouler. Alors, la question est de savoir s'il est préférable d'avoir une pause maintenant ou non. Madame Bibles, de façon à ne pas devoir interrompre l'audience. Ou vous? Mes collègues m'informent du fait qu'il est préférable de poursuivre. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Conseil de la défense, j'aborderai la question des chefs d'accusation 1 et 2, génocide, des chefs d'accusation 9 et 10, terreur et actes illicites contre les civils. Premièrement, je réponds aux arguments qui ont été avancés hier sur la question de Shirokacha. Il s'agit du 28 mai 1992, cela a fait partie d'un bombardement très important qui fait partie de l'événement de l'annexe G1. Vous avez entendu que toute la ville de Sarajevo a été bombardée à ces dates-là.
et que cet événement qui figure au G1 ne se limite pas à ce quartier en particulier. Cette attaque s'est produite dans le cadre d'une campagne menée contre Sarajevo, comme cela figure au chef d'accusation 9 et 10. Entre mai 1992 et novembre 1995, le général Mladic et les autres membres de la même entreprise criminelle commune ont mis en œuvre une campagne de tirs embusqués et de bombardement de Sarajevo, dont l'objectif principal a été de répandre la terreur dans la population civile de Sarajevo. Cette campagne de terreur de Sarajevo a constitué un instrument permettant aux membres de l'hiérarchie militaire bosno-serbe et de ses dirigeants politiques à achever leurs objectifs territoriaux. L'incidence de cette campagne a été terrible pour la population de Sarajevo, où la population a vécu dans un état de peur constante. La terreur est le terme qui est utilisé par de nombreux témoins pour décrire l'incidence psychologique de cette campagne menée par la VRS de manière prolongée sur la ville. Le général Mladic, quant à lui, a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de cette campagne parce qu'il a commandé le corps de Sarajevo-Romagna dans le cadre de sa tactique de bombarder et de se livrer à une campagne de tir embusqué. Cela est évident. On le retrouve au G1 dans la conversation interceptée P327 qui est pour la date du 25 mai 1992. Nous avons entendu le général Mladic mettre en garde un subordonné, lui dire que Sarajevo va trembler, que davantage de bombes allaient tomber par seconde, que cela n'a été le cas pendant toute la guerre jusqu'à ce moment-là. 3 jours plus tard, dans la soirée du 28 mai 1992, le général Mladic a donné des ordres demandant que l'on amorce un bombardement indiscriminé de Sarajevo. Vous avez entendu l'enregistrement qui a été versé au dossier sous la code P105. Et dans cet enregistrement, on entend le général Mladic donner pour consigne à un subordonné de tirer sur les quartiers de la vieille ville et sur Pofalici parce qu'il n'y a pas là beaucoup d'habitants serbes. Et pendant cette même conversation, je cite les propos du général Mladic, il a dit nous allons bombarder la ville au point qu'ils perdent la raison. Et en fait, toute la ville de Sarajevo a été bombardée le 28 mai 1992 sous les ordres du général Mladic. Plusieurs témoins oculaires ont témoigné à cet effet, y compris RM115, RM147, John Wilson. RM115 a entendu le général Mladic à la radio donner l'ordre de bombarder Sarajevo dans la nuit du 28 mai 1995 et plusieurs heures plus tard, l'hôpital d'État au centre de Sarajevo a été touché. Et je vous réfère à la pièce P549, pages 71 et 72. Il s'agit d'un registre de la vieille ville où l'on trouve la confirmation qu'ils ont été victimes du bombardement, qu'il y a eu des blessés et des morts dans différentes parties de Sarajevo. Et là encore, la défense ne se réfère qu'à la provenance d'une bombe ou d'un obus qui est tombé sur un quartier. Par rapport au témoignage de Fadila Tarchin, l'accusation affirme que l'information qui porte sur l'origine du tir ne se fonde que sur un ouï-dire provenant des voisins. Et je vous renvoie à sa déposition, ligne 11 à 15 de la page 3424. Permettez-moi de citer le général John Wilson, qui a été l'observateur principal militaire de la Fort Pronu. Il affirme, il a semblé que toute la ville a été ciblée, pas seulement certains quartiers, mais que l'on a surtout concentré les tirs sur la vieille ville. Et le général Wilson a expliqué que ça a été véritablement une expérience atroce pour les habitants de Sarajevo pendant cette nuit-là en particulier.
Et le général Wilson décrit précisément ce qui a été ordonné par le général Mladic. Les bombardements comme celui-là ont donné le ton pour les années qui allaient suivre. Et les éléments de preuve montrent que pendant les 3 années qui ont suivi, le général Mladic et le RSK ont délibérément cherché à terroriser les habitants de la ville. Permettez-moi maintenant d'aborder les chefs 1 et 2, à savoir les chefs de génocide. En 1992, les communautés musulmanes et croates de Bosnie, dans les municipalités de Ključ, de Sanskimos, de Prijedor, de Kotor-Varoš, de Vlasenica et de Foča, ont été ciblées pour être détruites. Des milliers de personnes de ces communautés ont été tuées, ont subi une atteinte grave à leur intégrité physique et mentale et ont été placées en détention dans des conditions qui étaient prévues pour les anéantir. Les survivants ont été déplacés par la force. En 1995, à Srebrenica, plus de 7000 hommes et garçons musulmans ont été exécutés. Et des milliers d'autres personnes ont été forcées à sortir de l'enclave. Dans les municipalités et à Srebrenica, il y a eu une combinaison d'actions destructrices sur le plan physique et d'autres actions qui ont ciblé le fondement même du groupe, à savoir il y a eu des expulsions, la destruction des biens, des lieux de culte, ce qui a entraîné la destruction des communautés musulmanes et croates de Bosnie et les a rendus incapables de se reconstituer. En dépit de ces faits bien établis, Maître Ivetic fait valoir que le génocide n'a pas eu lieu, qu'on n'a pas commis un génocide et que son client n'était pas animé par une intention génocidaire. Cette approche ne tient pas compte des faits, ni de la jurisprudence la plus récente de la Chambre d'appel de l'affaire Karadzic dans le cadre de la décision rendue au titre de l'article 98 bis. Pour commencer, abordant plusieurs arguments qui peuvent être auxquels on peut répondre rapidement. Premièrement, le jugement de la Cour internationale de justice, comme vous l'avez constaté, page du compte rendu 15615, je cite, « Je pense qu'il est clair aux yeux de tous que la Cour internationale de justice ne se prononce pas sur la responsabilité pénale individuelle des personnes, mais sur celle des États. La Cour internationale de justice est arrivée à cette conclusion en se fondant sur des éléments de preuve différents, en appliquant un critère juridique différent qui tout simplement n'est pas pertinent ici. Par analogie, le point qui porte sur les affaires précédemment traitées au TPY ne tient pas compte du fait que le chef de génocide a été confirmé au stade de 98 bis dans toutes les affaires précédentes, que ça a été fait par une chambre de première instance ou par une chambre d'appel. Jelicic a été acquitté en première instance, mais hier, la défense n'a pas accepté le fait que la chambre d'appel a estimé que la chambre de première instance s'était trompée en faisant cela et que les éléments de preuve justifiaient une déclaration d'existence d'intention génocidaire. Pour ce qui est d'une invitation à examiner le contexte sociétal, eh bien, c'est une mauvaise interprétation des critères juridiques. Il s'agit là de l'idée qu'afin de démontrer qu'il y a eu génocide, nous devons être en mesure de nous pencher objectivement sur un scénario particulier qui s'est déroulé sur le terrain et parler de génocide de manière séparée de l'accusé. Mais c'est contraire aux éléments juridiques constitutifs du crime de génocide. Quant à l'intention des auteurs matériels, il n'est pas nécessaire pour que la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune soit démontrée, de démontrer que les auteurs matériels ont agi dans l'intention génocidaire. Plutôt, il s'agit de démontrer que leurs actes peuvent être imputés à Mladic par le biais de l'entreprise criminelle commune et que Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune ont agi animés par l'intention génocidaire. Je vous renvoie à l'affaire Berjanin en appel.
Et également l'affaire Krajnik en appel, paragraphe 426. Enfin, en plus de mal interpréter les éléments de preuve, l'argument de la défense qui cite le seuil numérique ne tient pas compte des critères juridiques. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les actes sous-jacents du génocide ont un impact sur l'existence du groupe et il est inutile de fixer un seuil numérique quant au nombre de victimes pour établir qu'il y a eu génocide. Et cela ne tient pas compte non plus du fait que des éléments de preuve relatifs aux municipalités, qu'il y a deux autres catégories majeures d'actes en plus des meurtres dans le cadre du génocide. Et il ne s'agit pas véritablement d'arguments ici, il s'agit plutôt de tentatives de détourner des voix et des images de génocide qui ont été démontrées en votre présence. L'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Karadzic au titre du génocide au stade de 98 bis confirme que à ce stade, donc au stade de 98 bis, cette analyse est plutôt simple. Premièrement, il y a des éléments de preuve démontrant que les actes de génocide ont été commis et qui peuvent être imputés à Mladic. Deuxièmement, des éléments de preuve ont été présentés selon lesquels Mladic était animé de l'intention génocidaire par rapport à ces actes. Pour mieux expliquer, je me propose de parler des actes de génocide qui caractérisent à la fois les génocides dans les municipalités et à Srebrenica, et ensuite je me pencherai sur l'élément moral des membres de l'entreprise criminelle commune, en particulier Mladic et Karadzic. J'aborde tout d'abord le génocide de 1992. Penchez-vous sur les éléments de preuve détaillés qui ont été présentés précédemment par M. Traldi, que ce soit la toile de fond pour examiner les actes de génocide. Très spécifiquement parlant de génocide, premièrement, des milliers de personnes ciblées ont été tuées dans 6 municipalités. Des personnes en vue dans les communautés ont souvent été isolées pour être soumises à des actes de violence particulièrement sadiques, ont été souvent battues à mort ou tuées sur le champ. Comme l'a dit dans son témoignage Adil Medic, les Serbes ont chassé ou éliminé les personnes qui représentaient la sécurité dans ces communautés. Il s'agit de la page 2050, ligne 21, et puis cela déborde sur la page 2051, ligne 14. Deuxièmement, des traces d'une atteinte grave qui a porté atteinte à l'intégrité physique et mentale reste encore aujourd'hui. Il s'agit de traces indélébiles que portent ceux qui ont survécu aux actes de brutalité. Prenez Ivo Atlia, il a survécu au massacre de Brichevo, il a parlé du meurtre de son père et de ses voisins, mais il n'a pas voulu donner les noms des femmes de son village qui ont subi des sévices sexuels parce qu'elles ont été traumatisées au point qu'il a été difficile de les empêcher de se suicider. Page 2315 du compte rendu d'audience. Et à la lumière de cela, penchez-vous sur le témoignage de RM70. Il s'agit de la page 17652 du compte rendu d'audience, ligne 12 à 15. Et je cite: mon opinion est qu'il voulait détruire, il voulait tuer, détruire notre mental dans toute la mesure du possible, parce qu'une femme violée, eh bien, elle ne saurait être guérie. Une femme qui a été violée, elle ne s'en remettra pas. Fin de citation. Les membres de la BRS et d'autres forces bosno-serbes ont créé des conditions de vie qui avaient pour objectif de détruire des milliers de personnes ciblées dans des camps de détention. Vous avez entendu à répétition que les camps qui étaient prévus pour les civils n'étaient pas propres à ce qui séjourne des êtres humains. Prenez-vous sur RM8 qui a décrit plus de 500 détenus entassés dans la pièce numéro 3 à Karaterm, et RM 88 qui a signalé le hangar au P526 où 600 détenus ont été entassés. Des témoins
Témoin après témoin, camp après camp, on a entendu des descriptions de passages à tabac, torture, d'actes de violence sexuelle, de manque de conditions sanitaires de base, de privation de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Et ce qui cadre avec le témoignage de Medic, vous avez entendu des prisonniers spécifiques ont été ciblés pour subir des actes de violence. Par exemple, un garde du camp d'Omarska a dit à Kerim Meshanovic qu'on l'avait placé, je cite, sur une liste de ceux qu'on allait refroidir, à savoir d'être tués parce qu'il faisait partie de la première catégorie de prisonniers. Meshanovic a expliqué que c'était l'objectif qu'ils avaient pour les leaders, pour les intellectuels et pour les personnes aisées. Et je vous renvoie à la pièce P 3415, paragraphe 40 à 41. Vers la fin de l'année 1992, les civils ciblés effectivement été chassés des territoires serbes ou ont été entassés dans les enclaves. En résultat, les enclaves regorgeaient de musulmans de Bosnie. En 1995, plus de 30 000 musulmans se sont retrouvés à l'intérieur de l'enclave de Srebrenica. L'existence des enclaves sur le territoire bosno-serbe était quelque chose qui gênait Mladic, qui le frustrait. Après les premiers plans de mars 1995, l'attaque sur Srebrenica a commencé le 6 juillet 1995 et au moment où cette attaque s'est terminée, plus de 7 000 musulmans de Bosnie étaient morts et plus de 30 000 femmes et enfants avaient été chassés de l'enclave. Le président, j'aurais besoin d'une précision. Vous avez dit qu'il y avait énormément de détenus musulmans là-bas. Est-ce que vous vouliez dire que le fait de se trouver dans les enclaves, en fait, revenait à une situation de détention? L'accusation, en fait, ça a été un lapsus. Ce que je voulais dire, c'était que les enclaves regorgeaient de musulmans de Bosnie. Le président, je vous remercie. Allez-y, continuez. Madame Bibles, des actes de violence systématiques se sont produits donc partout sur le territoire de Bosnie en 92 et sont appliqués à Srebrenica en 95. Ces actes de violence faisaient en sorte que l'objectif de l'entreprise criminelle commune principale, la destruction des musulmans et des Croates dans les territoires revendiqués par les Serbes en Serbie, était atteint à Srebrenica, comme cela avait été le cas dans d'autres régions prises pour cible dans toute la Bosnie. La défense affirme que l'accusation n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve de l'intention génocidaire de le client pour franchir le seuil de 98 bis. Ils ont une attitude révisionniste quant au dossier de l'instance. Tant en niveau de témoignage direct qu'indirect, nous avons une base suffisante pour une chambre raisonnable pour qu'elle arrive à la conclusion que l'accusé et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune avaient l'intention de détruire physiquement ces groupes. Les éléments de preuve directs des déclarations de l'accusé pris à leur valeur maximale suffisent pour démontrer que l'accusé nourrissait l'intention génocidaire. Son intention est claire, apparaît clairement dans de nombreux documents, entretiens et interceptions. En 1994, lors de la 37e session de l'Assemblée, Ratko Mladic a fixé cet objectif par rapport aux musulmans de Bosnie. Il a parlé de son intention par rapport aux musulmans de Bosnie. Et il a dit, je cite, « Ma préoccupation est non pas qu'ils vont créer un État, ma préoccupation est de les faire disparaître entièrement. » P 3076, page 49. Mladic a répété à de nombreuses fois ces commentaires, des commentaires comparables au sujet des communautés croates et musulmanes de Bosnie et au sujet des enclaves rebelles. Au niveau le plus élémentaire, Mladic a utilisé des termes péjoratifs et une rhétorique éliminationniste contre les populations ciblées de Bosnie. Je vous renvoie à la pièce P 1973. Il a utilisé des termes oustachi et turcs contre les forces ennemies, mais également à l'adresse des civils.
Vous retrouvez ces formulations dans les directives de la VRS. Il est bien établi que les insultes verbales vis-à-vis du groupe ethnique ciblé constituent un facteur pertinent pour constater l'existence de l'intention génocidaire. Ratko Mladic a utilisé ces termes pendant toute la durée du carnage qu'ont imposé ces forces aux populations musulmanes et croates de Bosnie. Le président, je vais vous inviter, Madame Babels, à faire une petite pause. Si vous voulez qu'on le fasse dans quelques instants, que cela vous arrange mieux, nous pouvons le faire. Sinon, nous le ferons sur le champ. Madame Babels, oui, nous pouvons faire une pause à présent. Le président, très bien. Nous reprendrons à 14h15 et nous ferons une pause légèrement plus brève que d'habitude, puisque la dernière pause a duré 5 minutes de plus que d'habitude.